C'est la 17e fois que je vais à Rosil. Je ne sais plus combien de fois je suis allé à Saint-Yang-Yuan. Cette fois-ci, la mission est de prélever des échantillons d'excréments d'animaux sauvages et des échantillons d'herbes. Stop, stop! Il y a un groupe d'antilopes tibétaines. Ne les dérangeons pas. Attendons qu'elles partent pour descendre des véhicules. Prenez vite des tubes de prélèvement. Ces déjections sont encore chaudes. Elles contiennent encore de l'eau. On peut voir à leur forme que ces antilopes sont encore en bonne santé. Les excréments contiennent beaucoup d'informations, à la fois sur les animaux et sur les pâturages. Par exemple, la digestibilité atteint généralement environ 60%. Chez l'âne sauvage du Tibet, elle peut atteindre 70% en été, ce qui est beaucoup plus élevé que chez les ânes domestiques. Ces informations sont une ressource précieuse et une très bonne méthode pour étudier les animaux sauvages. Pour plaisanter, je dis qu'on se consacre maintenant à l'écologie fécale. On a maintenant quitté la nationale 109 et on se dirige vers la réserve naturelle nationale de Qinghai Rosil. C'est notre destination d'aujourd'hui. Voici une parcelle d'essai que nous avons constituée ici à Rosil. On va clôturer pour prévenir l'interférence d'animaux sauvages puis observer l'évolution de la végétation. À une haute altitude comme celle-ci, c'est déjà bien de trouver une telle végétation. On peut dire que c'est un cadeau de la nature aux animaux sauvages. La constitution de parcelles d'échantillonnage est une méthode courante de recherche scientifique pour analyser la teneur en nutriments et en substances des herbes dans une zone donnée. Avec l'accumulation de données au fil du temps, on peut connaître des changements dans le climat, le nombre d'animaux sauvages, la structure de la faune et la qualité des prairies. C'est donc une méthode très importante de recherche scientifique. Je suis arrivé à Rosil pour la première fois il y a 20 ans. Au cours de ces 2 décennies, le nombre d'animaux sauvages a augmenté et la prairie est devenue de plus en plus verte. J'ai maintenant la soixantaine et j'espère me consacrer plus longtemps à ce beau territoire.萨北宁，欢迎各位。今天我们的开讲节目呢，还是通过云端连线的方式，把我们的6位青年代表请到节目当中。掌声有请各位，欢迎大家来到开讲。我相信眼尖的观众一下就看出来了，今天这个开讲跟青海有关系。你看，一下子6个青年代表当中来了3位，都是从青海来的。但是开讲之前呢，有几个小小的问题，我想问一下不是青海的那几位青年代表。首先我看有2位是北京的，我先问穿蓝衣服的这位，考你一个很简单的问题啊。我们都知道有一个地名叫三江源，三江源在什么地方？青海。那再问一下，三江源指的是哪3江啊？长江、黄河、澜沧江。可以啊，看来平时知识储备还比较扎实。接下来我考一下北京的这位穿黑衣服的姑娘。好的，肖老师，请告诉我长江、黄河和澜沧江的源头分别是哪里？我知道有一个是雅鲁藏布江。你这个雅鲁藏布江也跑得有点远了吧？看来今天这期节目非常有必要，考大家这个知识，并不是说一定要正儿八经的考试，我们只是想让大家知道，在青海有这么一片神奇的土地，我们称之为三江源。那么今天我们要请到的这位嘉宾，他一直致力于这片土地的生态修复，而且见证并推动着三江源国家公园的建设，甚至为了这片土地，他还申请延期退休，因为他说三江源我还没跑够。掌声有请开讲嘉宾，三江源国家公园研究院学术院长赵新全，有请赵院长。Bonjour Monsieur Sarr. 来，有请。
Bonjour à tous. 我很开心，请您这个出场的时候，您还在那等着。我都怕您听完刚才青年代表的回答，扭头走了。赵老师气了，我还做什么开讲？年轻人连长江黄河的源头都不知道。Je pense qu'il me reste encore beaucoup de travail à faire. 但是确实，关于这几条大河的这个源头，从学术界来讲，争论也非常多。Oui. 就拿这个黄河的源头，节目组给我的资料说，黄河的源头现在认定叫约古宗列曲。Comme l'eau y coule toute l'année, on pense que c'est la source du fleuve jaune. Les autres sont saisonnières. De plus, le Yangtze a 3 sources. Les gens connaissent généralement la rivière Tuotuo, qui vient du mont enneigé Gelaidandong. Sa source au nord devrait être à Rosil, à savoir la rivière Chumar. 南源是当曲， Tout à fait. 三江源3条江的发源地都在这一个地方。 Oui, elles sont toutes dans le Qinghai, dans 2 préfectures autonomes tibétaines. 它是一个很大的一块， Oui, elles couvrent 4 districts. 所以即将要到来的这个国家公园，大概会是一个什么样的面积概念？ Environ 123 100 km². Ce sera le plus grand parc national du monde. 所以以后大家再说我们去逛逛公园，那对不起，请你准备好至少半年的时间。 Le parc de Santiangyuan n'a donc pas d'entrée. 为什么要建这样一个国家公园？ Parce qu'avec le développement de l'économie, on est de plus en plus conscient de l'importance de la protection environnementale. C'est dans les parcs nationaux que celle-ci est la plus strictement appliquée. En d'autres termes, on protège les endroits qui en ont le plus besoin. Bien sûr, ce parc est la propriété du pays, notre bien commun. Il sera transmis de génération en génération. 到时候真希望有机会能够去看一看咱们国家的第一个国家公园。但是我想机会可能就在今天，因为我刚才上来之前，我看见有咱们的技术人员在调试这个现场的一个设备，这不就是那个 VR 的眼镜吗？ Je veux utiliser la technologie pour montrer à tous le parc national de Santiangyuan. Ça représente également le souhait des habitants. 来。 哎呦呦呦，那有个什么动物？ Oh, c'est un 正 léopard 在 des 过 neiges. 河。 Il est descendu de la montagne et est en train de boire de l'eau. C'est la réalité virtuelle, tout se déroule sous nos yeux. C'est ce que l'on appelle une fesse blanche, à savoir l'antilope tibétaine 哦，藏原林 ou antilope mongole. 又换了。 Voilà des yaks. 这有点像。 En fait, quand on voit un yak sauvage de ses propres yeux, il est toujours féroce. Sa plus grande caractéristique est qu'il vous le montre d'abord. Il gratte le sol avec ses sabots, puis il relève sa queue. C'est sa réaction face aux gens. 这是如果看到它尾巴翘起来就赶紧跑。 Oui. 以我现在和它的距离啊，它如果尾巴翘起来，我就死定了，跑都跑不了。很近。 Rosil est également la plus grande zone sauvage de 这是 Chine. 盘羊， Tout à fait. 这看它的脚就能知道，梳着2个大辫子似的。嗨，别在这喝水了，刚才有一头豹子刚过来过。哎，你们赶紧先撤，快！这套系统太震撼了。我觉得如果这个系统啊真正要是上线以后啊，自己在家就能看的话，没事儿大家就选一个地点。 Oui, si vous n'avez pas la possibilité d'aller au parc national. Et pour l'instant, du moins, on n'y encourage pas d'activités touristiques à grande échelle. Tout le monde pourra voir la beauté des lieux grâce à ce procédé. 因为那个地方的生态确实还是比较脆弱，如果大量的游客涌入的话，实际上保护起来是很难的。所以有这样的现代科技的方式，对，能够弥补很多人的遗憾。是。但是，光看这个景色，背后太多的人和生态、人和自然之间的故事，同时也有您和这片土地之间的故事。究竟是什么样的魅力，能够让一位科学家把自己所有的精力都倾注在这样一片土地之上？接下来我们把讲台留给您，请您开始。 Merci. 我第一次去 La première fois que je suis allé à Santiangyuan, c'était à la fin des années 90. Partant de Xining au Tibet, on a pris la route nationale 109 et on est passé à Santiangyuan. En fait, je n'allais pas faire de recherche scientifique à ce moment-là.
La plus grande expérience était le manque d'oxygène. Je me souviens que lorsque je suis arrivé au col de Tanggula à 5238 mètres d'altitude, je suis descendu et j'ai fait quelques pas. Je n'ai jamais marché sur la Lune, mais j'avais l'impression de le faire tellement je me sentais léger. Du col des monts Kunlun à celui de Tanggula, soit un trajet de 400 km, je n'ai pas vu d'animal sauvage. J'avais l'impression que la végétation de cette région était clairsemée comme dans le Gobi. Mais le nom tibétain de Rosil signifie mont bleu, et en mongol c'est encore plus romantique, car il veut dire belle jeune fille. Il existe une zone très représentative où s'étendent de vastes prairies primitives. Ces dernières nourrissent les animaux sauvages qui vivent là-bas, tels que les léopards des neiges, les yaks et les antilopes tibétaines. Je vous demande de réfléchir à une question. Au cours de milliers d'années d'évolution, pourquoi les antilopes tibétaines migrent-elles chaque année vers les lacs Jonai ou Taiyang à Rosil pour mettre bas? Nous avons une supposition. La végétation était ici luxuriante et la prairie belle. Les antilopes ne venaient pas pour l'eau, mais pour les pâturages. Il faut donc imaginer un Rosil verdoyant et complètement différent de la désolation que j'ai vue il y a de nombreuses années. Alors pourquoi y a-t-il eu un si grand changement à Rosil? Le réchauffement climatique a profondément affecté le plateau Tsingrai-Tibet. Par conséquent, du siècle dernier à nos jours, les glaciers et les montagnes enneigées du plateau Tsingrai-Tibet se sont détériorées. La dégradation du sol gelé peut provoquer sa dessiccation, avec des conséquences néfastes sur la végétation. Par ailleurs, les inondations du fleuve Yangtze en 1998 sont encore présentes à l'esprit. En fait, c'est étroitement lié à la dégradation de la végétation dans les cours moyens et supérieurs du cours d'eau. Sans végétation, le sol perd sa capacité de conservation de l'eau et de fortes pluies créent des inondations. Il existe de nombreux exemples comme celui-ci. À la fin du siècle dernier, la Chine a émis un avertissement de protection écologique. Santianyuan a atteint un niveau où cette dernière est indispensable et impérative. Avec le développement économique, nous sommes de plus en plus conscients de l'importance de protéger l'environnement. Protéger l'environnement sur Terre, c'est protéger l'humanité elle-même. Nous devions restaurer la végétation et l'environnement écologique du parc. J'ai commencé à travailler à Santianyuan en 2001. Notre tâche était de réhabiliter la prairie de Dawutan, dans la préfecture autonome tibétaine de Wollo. C'est là que se trouve la source du fleuve jaune. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'herbe qui poussait. Le vent fort du printemps et la neige se mêlaient. On travaillait sur le terrain. Du fait des problèmes de transport, on a installé un fourneau sur place pour préparer les repas. Quand une rafale de vent soufflait, du sable, de la poussière et même des excréments d'animaux tombaient dans la marmite. Mais à l'époque, on ne se souciait de rien, tant qu'on pouvait se remplir l'estomac. Comme il n'y avait plus d'herbe, de nombreuses familles de bergers n'avaient plus de bétail. L'un d'eux soupirait d'impuissance en contemplant ces pâturages. Quelle pourrait être la vie d'un berger sans bétail? Beaucoup de facteurs nous ont poussés à restaurer ces prairies. Comme cette zone à 4000 mètres d'altitude n'avait jamais été restaurée par l'homme, tout le monde subissait une forte pression. Tout d'abord, il fallait sélectionner des variétés d'herbage adaptées à cette zone. Je me souviens qu'on en a introduit 35. Et qu'après plus d'un an de travail acharné, on en a trouvé 27 qui convenaient. Il y a des herbes basses et d'autres hautes, car la prairie naturelle se compose de plusieurs types de fourrages. On s'est efforcé d'imiter cette combinaison pour donner de bonnes bases à la restauration de la prairie naturelle. Par conséquent, dans le processus de sélection des graines, nous avons effectué de nombreuses combinaisons d'espèces. Il existe 6 combinaisons qui conviennent à différents niveaux de dégradation. Maintenant, on préconise de plus en plus la restauration naturelle. Mais avec un sol de terre noire gravement dégradé,
La réhabilitation de la végétation indigène sans intervention humaine aurait été un très long processus. Grâce à plusieurs années d'efforts, la prairie de Daoutan, dans la préfecture autonome tibétaine de Wollo, est devenue un endroit luxuriant en 2005. Le paysage a changé en l'espace de 5 ans. J'étais très content. Ce berger nous a beaucoup remerciés et est devenu notre ami. Comme il s'agissait d'un site de démonstration pour la réhabilitation écologique, on a beaucoup investi dans le rétablissement de la végétation et l'utilisation de la prairie. On a notamment aidé les bergers à construire des abris chauds, à acheter du bétail et à faire de l'élevage en stabulation. Cette famille vivait dans une maison en terre. À la fin de notre projet, ils habitaient déjà dans une maison en charpente métallique. Réhabilitation de l'écosystème et développement économique ont été réalisés simultanément. En 2005, la Chine a lancé le projet de restauration écologique et d'administration de Santiangyuan avec un investissement équivalent à plus d'1 milliard de dollars dans la première phase. C'est le plus grand projet du genre depuis la fondation de la République populaire. De cette façon, nos technologies, nos espèces et notre modèle avaient une application. Ainsi, avec l'avancement des projets nationaux, en 10 ans de travail, on a formulé plus d'une quarantaine de normes locales. On a aménagé une superficie de 350 000 hectares. On a produit 170 000 kg de graines d'herbe à l'époque et réalisé une production à grande échelle. On a créé une voie de développement durable alliant la recherche scientifique aux projets nationaux. Dans cette zone, l'environnement a été entièrement restauré. À la fin du siècle dernier, la situation était critique à Santiangyuan, où le nombre d'animaux sauvages avait fortement chuté. Il y a 100 ans, il y avait environ 1 million d'antilopes tibétaines sur le plateau Qinghai-Tibet. En 1997, selon les statistiques, il n'en restait plus que 100 000. Parmi elles, seuls 20 000 étaient dans la zone de Santiangyuan. Nous étions en situation de danger imminent. La cause étant les activités de chasse motivées par le profit. À cette époque, un châle d'1 mètre carré en laine d'antilope tibétaine, appelé chashtouche, se vendait entre 5 000 et 10 000 dollars sur le marché international. Dans cette course au profit, les antilopes tibétaines ont été braconnées en grand nombre à cette époque. Les bergers locaux ont également fait de leur mieux. Comme tout le monde connaît l'histoire de Sonandage. Chaque fois que je vais au poste de protection qui porte son nom, j'offre un kata. Lors d'une opération en 1994, Sonandage avait capturé plus de 20 braconniers et sauvé de nombreuses antilopes tibétaines. Mais lorsqu'il a quitté le lac Taiyang, il a été abattu par des braconniers. Il est mort en tenant son fusil d'une main et le verrou de l'arme de l'autre, en position de tir. C'est très émouvant. La Chine a établi la réserve naturelle de Rosil en 1997 et la réserve naturelle des sources des Trois-Rivières en 2005. En mars 2016, le programme pilote de Santiangyuan pour le système de parcs nationaux a été publié. C'est le premier parc national de Chine où le système a été mis à l'essai. Comme je pensais qu'il y aurait de nombreuses exigences scientifiques, j'ai dirigé une équipe pour effectuer des études dans cette région. Au cours de mes recherches, j'ai pris beaucoup de photos. Parfois, on voyait des antilopes tibétaines passer sous nos yeux. Il y a beaucoup de photos comme celle-ci. Lou et Anne sauvages tibétains venaient jouer avec nous. Ils suivaient nos véhicules en courant. Je pense que c'est mon parc national idéal, ou le Rosil de mes rêves. Là-bas, les animaux sauvages le sont encore davantage. Je suis fier de dire qu'au cours de mes inspections ces dernières années, j'ai 100% de chances de rencontrer des animaux sauvages dans le parc national. Ça engendre un problème. De plus en plus nombreuses, les espèces sauvages vont certainement se disputer les pâturages avec les animaux domestiques.
On a constaté que la population d'animaux sauvages dans cette région a triplé en 20 ans et que le cheptel a quintuplé. J'ai donc réfléchi à la manière d'atteindre un équilibre entre ces deux faunes. Le but de notre parc national est de réaliser l'authenticité et l'intégrité de l'écosystème. Par conséquent, j'ai pensé qu'il fallait commencer par réduire les activités humaines afin de protéger l'environnement, mais sans appauvrir les autochtones. On a donc proposé un plan de compensation écologique pour les habitants qui ont perdu des opportunités de gagner de l'argent. D'ailleurs, j'ai pensé à la possibilité de transformer le statut de berger. L'une des raisons du succès du régime du parc national est que chaque ménage est responsable d'un poste de gestion et de protection écologique et la compensation annuelle est de 3 400 $. Pour une famille de 4 ou 5 personnes, cela permet de sortir de la pauvreté absolue. Afin de protéger l'environnement écologique local, les bergers ont également fait de gros efforts. J'ai rencontré un enfant quand je travaillais sur place. Il n'a que 6 ans. Mais j'ai une grande estime pour lui. Il apprend auprès de son père, qui est responsable d'un poste de gestion écologique. Je suis totalement pour que ces bergers cumulent aussi le travail du suivi écologique. Je souhaite combiner suivi et réhabilitation écologique. J'ai un groupe WeChat appelé Photographie écologique. Les clichés des membres n'ont rien à envier à celles des photographes professionnels. C'est parce qu'ils ont un avantage. Ils savent où il y a des animaux sauvages et quels endroits sont les plus beaux. Ces 17 000 postes qui font du suivi écologique représentent en même temps une source continue de données. On transforme ces dernières en produits de données. C'est également une innovation en termes de surveillance au sol. On procède à des compensations écologiques en fonction de la qualité des pâturages et de la restauration de la biodiversité. C'est parce que le pays a une politique de dédommagement des bergers. Je pense que l'on pourra atteindre le but consistant à réduire véritablement le bétail sans affecter la vie des bergers. Avec l'établissement du premier parc national, je pense que ce n'est que le début de notre travail. En une quarantaine d'années de carrière, je suis passé de 3200 mètres d'altitude à 4000 mètres, puis à 4500 mètres. Je pense que mon objectif n'a pas encore été atteint. Je vais continuer à travailler dur pour montrer au monde la beauté du parc national de Santiangyuan. Merci à tous.让我特别震撼，就是说，您这过去10几年，只要去保护区碰到这些野生动物的概率是100%。对，所以我在想，10几年的时间，一代人通过努力，慢慢的让当地的生态开始恢复生机，我觉得这是真的是一件很了不起的事儿。Il y a encore un long chemin à faire pour concilier la protection avec le développement. 刚才您在演讲的过程当中，我们的开讲了的助理，人工智能助理小 V， 在我们的直播间里也在和网友一直在互动。小 V 你好。Bonjour, me voici. 今天的网友应该都眼馋了吧？ Oui, ils pensent que vos lunettes de réalité virtuelle sont très cool. Eux aussi veulent voir les paysages magnifiques. Monsieur Zhao, les internautes admirent et soutiennent votre décision de reporter votre départ à la retraite. Mais ils se posent cette question. Si vous n'aviez pas fait cette demande, que feriez-vous maintenant? Je serais peut-être en train de m'occuper de mon petit-fils. 在家里带孙子，我估计您可能带着孙子开着车又去可可西里了。 En fait, j'ai démissionné de mon poste de directeur de l'Institut de biologie de Chengdu en 2018 et je suis retourné dans le Qinghai le soir même. Il m'est impossible de prendre ma retraite parce que je n'ai pas fini ce que j'ai entrepris. 我估计这个网友朋友们啊，肯定也都是好奇，说一个天天与那么壮美的风景打交道的人，不愿意退休当中除了事业给您的这种责任和这种鼓舞之外，我觉得更重要的那一片土地，那一片天空，也是您无法割舍的。C'est exact. 大家可能不知道，赵老师其实还是一个非常
优秀的摄影家，一开始可能是为了工作需要拍照片，拍到现在已经是半专业的摄影师了。J'ai l'habitude de tenir quotidiennement un journal lors de mes expéditions scientifiques en pleine nature, quelles que soient les difficultés. Je dois donc sélectionner de bonnes photos tous les jours. Parfois, je finis à 4 heures du matin, voire même en prenant mon petit déjeuner. Il ne faut pas remettre ça au lendemain parce qu'il y aura de meilleures photos, c'est certain. Ceux qui reçoivent mes moments sur WeChat attendent avec impatience mes expéditions car chacune est l'occasion d'une transmission directe. Il y a beaucoup de photos à partager chaque jour. 而且大家总结过您的朋友圈，好像是您的朋友圈从您一开始到现在，几乎就没发过跟三江源保护无关的消息，全都是赵老师自己一个字儿一个字儿亲笔写的东西。你看，这一长篇。Ce sont des photos que j'ai faites en Mongolie intérieure. Comme le pays voulait créer le parc naturel des prairies, j'ai pensé qu'il fallait y associer Sanjiangyuan. 马上就共性的问题，你看就总结出来了。 Comment créer le parc naturel des prairies? Les nombreuses expériences acquises à Sanjiangyuan peuvent aider, car le parc naturel des prairies veut intégrer production, vie et écologie. 这也是8月份，这您在飞机上拍的一些图片。 Il y a un vol direct entre Chengdu et Xining, mais je préfère prendre une correspondance à Yushu, car on a une vue aérienne sur le parc national. En fait, quand je vois du ciel ce beau paysage, je trouve précisément les repères géographiques des endroits survolés. Donc ça surprend tout le monde de voir que je peux localiser avec exactitude la rivière Tongtian, le mont Amye Ma-Chen, le désert du Mugotan, etc. C'est parce que j'ai fait ce trajet aérien de nombreuses fois. Mon ressenti est pourtant nouveau chaque fois. 这条航线相对跑得比较多，但尽管如此的话，我还是希望每一次有新的感受。 On peut voir que M. Zhao aime profondément son travail. 所以小薇，今天啊，我选择了几个网友朋友的问题，我觉得这几个问题挺有意思。首先第一个问题呢，他说赵院长，听您刚才在开讲时候说，让野生动物更野。 那您在野外考察时候，有没有近距离遇到过比较野的野生动物？ J'ai vu des ours bruns de loin, mais on était en groupe. Inutile d'avoir peur en hiver, car de nombreux animaux hibernent. En été, quand ils viennent de se réveiller et que la nourriture est rare, c'est très dangereux. La probabilité de tomber sur un loup est très élevée. Si c'est un loup solitaire, n'ayez crainte. Même les ânes sauvages tibétains n'en ont pas peur. J'en ai vu que ça n'a pas du tout intimidé. 完全不放在眼里。 Oui, ils s'en fichaient complètement. Une fois, en quittant le lac de Jonai, dans la zone humide de Rosil, je suis tombé sur 6 loups. On n'a pas paniqué. Bien sûr, on n'est pas descendu du véhicule. Les loups ont vu notre convoi et sont partis. J'ai visité le parc national une dizaine de fois ces dernières années et la probabilité de rencontrer ces animaux est de 100%. 非常感谢我们今天的网友在现场提的这些问题。小薇，继续陪伴我们的网友啊，告诉大家，等待着今年我们的国家的第一个国家公园正式落成。 咱们相约三江源见。Merci à vous deux. 好，再见，小薇。Au revoir. Merci. 好，接下来呢，我们要把时间交给6位青年代表。第一位，赵老师好。您好。 Bonjour, professeur Zhao. Je suis membre du poste de protection de Sonandage. Je vous montre les lieux pour commencer. 大家好。 Bonjour à tous. Laissez-moi vous présenter mon lieu de travail, le poste de protection de Sonandage. En quoi consiste notre travail quotidien? Allons voir ensemble. Voici l'une des tâches que je dois accomplir. Nourrir ces petites antilopes tibétaines. Nous protégeons tous cette terre et les antilopes tibétaines. Je sais qu'il y a une prairie dédiée aux soins derrière ce poste de protection. Chaque année à Roxil, de mai à début juillet, c'est la saison des migrations et des naissances pour les antilopes tibétaines. Pendant cette période, notre équipe de patrouille escorte les antilopes dans la prairie. À l'époque du développement des technologies de pointe, on doit encore conduire des véhicules pour patrouiller. Souvent, il faut braver les intempéries et nos véhicules s'enlisent dans la boue.
Dans ces cas-là, on redouble d'efforts pour creuser et faire des réparations. Parfois, entre collègues, on plaisante en disant qu'on a beau être responsable de la protection de Rock-Sill, on ne peut même pas garantir notre propre sécurité. Monsieur Zhao, je voudrais vous demander si de nouvelles technologies pourraient être utilisées à Rock-Sill afin qu'on puisse mieux protéger les animaux sauvages. Je suis arrivé au lac Zhonai le 17 mars 2020 pour y passer 2 nuits. Pour parcourir près de 200 km, il nous a fallu 7 heures. Une autre équipe a fait le trajet en 14 heures. Les véhicules s'enlisent souvent, il est très difficile d'avancer. Dans le parc national de Sanjiangyuan, en particulier à Rock-Sill, je fonde mes espoirs sur notre système de navigation par satellite. Donc la première chose qu'on a faite, c'était de parcourir le parc national pendant 5 ans. On a établi plus de 2000 transects. Mais le champ d'études est encore très limité. On a couvert peut-être seulement 10% de la région. Par conséquent, je pense que les technologies de pointe seront très importantes pour la recherche dans le parc national. Au début de l'hiver 2018, avec des membres de l'Académie chinoise des sciences et de l'Institut de recherche sur l'information aérospatiale, on a lâché un petit poisson rouge, c'est-à-dire un ballon captif. Il captait à la fois la lumière visible et les infrarouges. Il pouvait voir les activités des antilopes tibétaines pendant la nuit, y compris celles concernant la recherche de nourriture et d'accouplement. Ça a joué un rôle important dans les recherches sur le comportement des espèces. Bien sûr, ce n'est pas une solution parfaite. On a aussi besoin d'une vérification aérienne par drone. Je sais que le poste de protection du lac Zhonai a également des équipements d'observation. Heureusement, on a établi une station d'observation au sol à 4 km à l'ouest du lac salé de Rock-Sill. On y détecte la lumière visible, l'humidité, la température et les conditions du sol. Avant, c'était impossible de transmettre ces données depuis une zone inhabitée. Maintenant, grâce au système de navigation Beidou, on peut recevoir des données provenant de Rock-Sill en temps réel à la maison. Les méthodes de surveillance au sol s'améliorent donc également. Je pense qu'avec une corroboration mutuelle des données aériennes et terrestres, un système de surveillance complet prendra forme. De cette façon, on pourra suivre la situation dans le parc national sans sortir de chez soi. 所以未来，我觉得人工智能应该能减轻很多人力的负担。 Tout à fait. On utilise les produits de données pour gérer le parc national et cet objectif est réalisable. Je m'y efforce. Merci à vous deux. 也祝愿你在那边的工作一切顺利，替我们问那些小羊好。On se reverra au poste. Je vous attends. 下一位，青海的这位藏族小伙子，你好。 Bonjour. Je travaille au musée de Yushu et je m'appelle Yingding Naïn. Il existe de nombreuses gravures rupestres laissées par nos ancêtres dans le bassin de la rivière Tongtian. Elles ont été réalisées à l'aide d'outils de pierre. Ils utilisaient des méthodes simples et naturelles pour décrire leur mode de production et leur vie. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer celle-ci. Pourriez-vous deviner ce qu'elle représente? Je donne d'abord quelques indications. Il y a de nombreux motifs animaliers sur cette gravure. On voit un grand élément dans le coin inférieur droit. On trouve cette scène intéressante. 这次我不回答了，我直接跟着您的答案，您答什么我就是什么。 Je reconnais des léopards des neiges, des cerfs de Thorold et des yaks sauvages parce que ces derniers ont des cornes à la forme particulière. Il y a aussi des antilopes tibétaines. 您一下子能看出这么多动物这里边？ Ce n'est pas très clair pour certains, je fais des suppositions. La réponse du professeur Zhao est correcte dans l'ensemble. Il y a des chevaux, des yaks, des chiens et des humains sur cette gravure. Quant au coin inférieur droit dont on a parlé, on pense que c'est la représentation d'un empilement de choses. Dans certaines zones du Yushu, comme le district de Zhongda où se trouve cette gravure, il existe une coutume locale. À la fin de la récolte d'automne, les habitants empilent des bottes d'orge. Tout le monde se tient en cercle et récite les Écritures. À la fin, ils crient 3 fois ce qui signifie bonne récolte. C'est une scène de ce genre qui est représentée.
Oui. Par ailleurs, on peut voir de nombreux yaks sur cette gravure. Au total, 575 gravures avec des motifs de yak ont été découvertes dans le bassin de la rivière Tongtian. L'art rupestre est un précieux héritage culturel que nous ont laissé nos ancêtres. À travers lui, on voit que les Tibétains ont un immense respect pour la nature. Les nomades ont la particularité de se déplacer en fonction de l'eau et des pâturages. Ils s'intègrent consciemment dans la nature. C'est quand une culture est vivante qu'on peut mieux favoriser sa diffusion et sa transmission. Monsieur Zhao, alors que le statut des bergers change à Sanjiangyuan, est-ce que leurs particularités nomades uniques s'estomperont lentement avec le temps? Bien sûr, la culture nomade condense les milliers d'années d'expérience des Tibétains. Par exemple, ils vont dans les prairies alpines en été pour faire paître leur bétail. En hiver, ce n'est pas possible à cause du manteau neigeux. Et dans les vallées en été, les moustiques et les mouches qui sont particulièrement nombreux empêchent le bétail de paître. Même les animaux sauvages ont gardé ces habitudes. On sait que le surpâturage apporte de nombreux inconvénients. Mais l'arrêt du package en présente aussi, comme la destruction de la biodiversité ou la rupture des cycles des éléments nutritifs. Un package modéré est donc nécessaire. En effet, les activités nomades traditionnelles peuvent établir un équilibre entre les prairies. Le plus important, c'est de savoir comment contrôler le développement. Dans l'établissement du parc national, nous avons la responsabilité de transmettre la culture traditionnelle. L'utilisation des prairies doit donc être contrôlée pour rester dans une fourchette raisonnable. Le pâturage doit devenir une partie de la protection environnementale des prairies et être porteur du patrimoine culturel. Dans l'ensemble, les Tibétains ont un rôle à jouer dans cette région parce qu'ils en sont les vrais propriétaires et les protecteurs environnementaux. Merci beaucoup, professeur Zhao. Bonjour à vous deux. Je suis étudiante à l'Université des forêts de Beijing. Monsieur Zhao nous a montré de nombreuses photos d'animaux sauvages pour approfondir notre compréhension. Pour ma part, je voudrais faire écouter un enregistrement audio à Sa Bening. Pouvez-vous deviner de quel animal il s'agit ?这应该是猫科动物。你先别说答案，因为当然很多人一听会觉得像那个猪在那哼哼哼哼，但是我觉得应该答案不是那么，它可能有混淆性在里面。那您觉得像牦牛啊？像牦牛啊？啊，我再听一遍。牦牛。J'en ai vu beaucoup. Les animaux du plateau ont une particularité. Leur trachée est relativement épaisse et courte et non effilée. Les jointures entre les parties dures et molles des organes vocaux sont plus larges, donc la fréquence du son est relativement basse. C'est bien un yak. Sanjiangyuan a un écosystème qui lui est propre. Nos recherches ne cessent de s'approfondir grâce à la création du parc national. En matière de protection de la faune sauvage, nos préoccupations et nos points de vue ont également changé. Monsieur Zhao, je voudrais vous demander, quels concepts ont changé au cours du processus de renforcement de la protection ? Le pika à lèvres noires est un animal commun sur le plateau. Comme il est en rivalité alimentaire avec le bétail, on l'extermine depuis 50 ans. 73 pikas mangent autant d'herbes qu'un mouton. Là où ils sont nombreux, ils mangent plus d'herbes que les ovins. Je comprends donc parfaitement pourquoi on les exterminait. Aujourd'hui, les gens pensent différemment. En créant des parcs nationaux ou des réserves naturelles, on découvre peu à peu que le pika aux lèvres noires est une espèce clé dans les alpages du plateau Tianrai-Tibet. Il affecte les fonctions écologiques des autres espèces. Par exemple, il constitue une source de nourriture pour les rapaces, que ce soit les aigles royaux ou les vautours. Même chose avec les loups, les renards, les lynx, les chats de Biette et les manules.
Plus incroyable encore, les grues à cou noir les mangent également. Son terrier a deux fonctions écologiques. D'une part, ceux abandonnés peuvent être utilisés comme lieu de reproduction pour les canards et d'autre part, ils servent également à la conservation des sols et de l'eau. En cas de forte précipitation, il est évident que le ruissellement de surface diminuera car les terriers peuvent contenir beaucoup d'eau. Ainsi, tout le monde a rapidement compris que le pika est une espèce très importante dans les alpages. Son élimination avait un sens du point de vue de la production, mais du point de vue de l'intégrité de l'écosystème et de la biodiversité, c'est une espèce qui doit être protégée. 所以刚才这个，我觉得咱们这位青年代表问的这个问题啊是有代表性的。其实人的理念的转变，也是随着我们在生产生活的过程中，不断的去发现我们过去可能误解的一些东西，就包括像您刚才说的鼠兔，它如果存在在这个生态系统里，它可能就是重要的一环。Oui, parce que le vivant est rationnel. On ne comprend simplement pas encore tout. Merci à vous deux. Je n'ai pas d'autres questions. 谢谢。我之前曾经听到有的科学家在聊天的时候说过，生命的本质到底是什么？有很多定义，但是我觉得有一种定义比较打动我。生命的本质就是它能对另外的生命有认同感，有认知感。这就像一个人，当他走在森林里，走在草原上，他看着满目郁郁葱葱，旁边有牛有羊有动物，有天上的鸟在飞，他会觉得心情的那种愉悦和舒畅。但人行走在戈壁上，寸草不生，大家一定是觉得压抑、难受、痛苦。所以这就是人在无生命的环境里对生命的那种同类的那种渴求。所以我想，就为了保护人类的这样一份难得的感受，也为了保护和我们一起共同拥有这颗星球的这些生物，我觉得三江源在未来一定还能给我们带来更多的惊喜和不一样的答案。再一次感谢赵院长今天来到现场，给我们描绘了这样一幅美好的图景。Merci. Bienvenue au Parc National. 期待，一定。好，谢谢。下一期开讲再见。只要给我机会去疯狂，每片风雨浇灌的彩虹，懂得汗水坚强和执着，渴望不是沉默的颜色。Sur le plateau de Tsiratibet se trouve un lieu sacré, à savoir la zone de source des trois fleuves. C'est de là que viennent le Yangtze, le fleuve jaune et le Lancang. Avec ses ruisseaux sinueux, ses lacs limpides, de belles montagnes enneigées, des glaciers et des marécages parsemés, la zone est surnommée le château d'eau de la Chine. Le relief unique, avec une altitude moyenne de plus de 4200 mètres, a également donné naissance à des espèces endémiques de la région alpine. Les antilopes tibétaines, les yaks sauvages et les léopards des neiges courent librement sur la prairie. C'est magnifique, mais extrêmement fragile. Dans les années 1990, à cause du surpâturage et du changement climatique, l'environnement s'est progressivement dégradé. Prairies et glaciers se sont réduits et de nombreux lacs ont commencé à s'assécher. Le déclin de la végétation équifère a entraîné de fréquentes inondations en aval. La vie et les activités de production sont aussi affectées. La protection environnementale de cette région est d'une grande importance pour la Chine et le monde. Un grand projet a été lancé en 2005 permettant de maîtriser la dégradation de l'environnement. En 2016, le programme pilote du système du parc national de Sanyang place sous une stricte protection une superficie de 123 100 km². Le système des postes de gestion écologique a mobilisé l'enthousiasme de 17 000 bergers. Cela leur a aussi permis de lutter contre la pauvreté. Après la constitution du parc national de Sanyang en 2020, quelles sont les surprises à venir ? Protégeons l'environnement comme la prunelle de nos yeux et protégeons l'équilibre écologique comme la vie.